101 ans, ce n'est pas un chiffre, c'est une histoire. Une histoire qui commence avec un médecin qui me regarde avec ce regard, vous le connaissez ce regard, quand les yeux ont déjà dit ce que la bouche hésite encore à prononcer, et qui me dit qu'il me reste 2 mois, peut-être 3 si je faisais attention. J'avais 83 ans. J'avais vécu à Lyon pendant 60 ans. J'avais travaillé. J'avais élevé une famille. J'avais vieilli dans le rythme lent et précis de cette ville que j'aimais sans jamais le dire. Je pensais savoir ce que vivre voulait dire. Je me trompais profondément, pas physiquement, en dedans. Et c'est précisément cette erreur, cette vérité que j'avais portée en silence pendant des décennies qui a failli me tuer. Pas la maladie, le silence. Si vous êtes là en ce moment, vous portez peut-être quelque chose qui n'a pas encore de nom. Une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Un vide qui surgit justement au milieu des repas de famille les plus bruyants. Une douleur qu'aucun examen ne révèle. Je connais cette douleur. J'y ai habité pendant 70 ans. Restez avec moi. Je ne vais pas vous donner de recettes. Je vais seulement vous raconter ce qui m'est arrivé. Et si à un moment vous vous reconnaissez dans cette histoire, dites-le moi dans les commentaires. Cet espace est le nôtre. Et si vous voulez continuer à entendre ces histoires, abonnez-vous. Pas pour moi, pour vous. Pour que la prochaine fois que vous vous sentez seul dans quelque chose, je sois là. Je suis né dans un village de la Drôme, dans cette région de la Provence verte où les lavandes ne poussent pas encore, mais où les chênes font de l'ombre en été et où les hivers sentent la fumée de bois et la soupe sur le feu. Mon père était instituteur, homme de principe, lecteur de Camus, convaincu que l'ordre intérieur était une forme de vertu. Il ne parlait pas de ses émotions, pas parce qu'il ne les avait pas, parce qu'il croyait que les exposer serait une forme d'impudeur. Quelque chose de trop intime pour le partager même avec ceux qu'on aime. J'ai grandi dans cette croyance comme on grandit dans une langue maternelle, sans jamais apprendre les règles, parce que les règles, on les respire. Je suis venu à Lyon à 22 ans pour travailler dans une imprimerie. La ville m'a pris tout de suite, avec ses 2 fleuves et ses traboules, et son odeur de bouchon lyonnais le dimanche matin, ail et cervelle d'agneau. J'ai épousé Marguerite à 30 ans. Elle était professeure de français au lycée, belle lectrice, femme de caractère, qui avait l'habitude d'appeler les choses par leur nom. Les premières années, elle essayait de me connaître. Elle posait des questions sur mon enfance, sur mon père, sur ce que je ressentais. Je répondais à côté. Non par mauvaise volonté, mais parce que l'intériorité était une pièce fermée à clé dont j'avais perdu l'endroit où j'avais mis la clé. Nous avons construit une vie qui, de l'extérieur, était réussie par tous les critères que la société propose. Un appartement au 3e étage d'un immeuble du 2e arrondissement. 2 fils, Bernard et François. Le dimanche midi chez les beaux-parents, avec le saucisson et le bordeaux, et les discussions sur la politique qui duraient jusqu'à 4 heures. J'étais présent à tout cela. Mais il y avait entre moi et cette vie une distance que je ne savais pas nommer. Comme si j'observais mon propre existence depuis les gradins d'un stade. Je voyais tout. Je ne ressentais rien avec la profondeur que cela méritait. Le travail était ma fuite.
Non pas parce que je n'aimais pas ma famille, parce que le travail ne demande pas comment tu vas, il suffit de faire, et moi, j'ai toujours su faire. Marguerite a compris, avec les années, qu'il ne fallait pas attendre de moi plus que ce que j'étais capable de donner. Cette résignation silencieuse de sa part, je n'y ai pas fait attention pendant trop longtemps. Puis, un soir, je l'ai vue la contempler son verre de vin, et je me suis demandé pour la première fois ce qu'elle pensait vraiment de la vie qu'on avait construite ensemble. Je n'ai pas posé la question. Je me suis servi un deuxième verre. Marguerite est partie la première. Un cancer du sein, diagnostiqué tard parce qu'elle n'avait pas voulu faire d'histoire. Je l'ai accompagnée pendant 18 mois, entre l'Hôtel-Dieu et les traitements, et les jours de répit où elle pouvait s'asseoir au soleil sur le balcon avec son livre. Elle est morte en mars, un jour où il faisait un beau temps prématuré et trompeur, comme il en fait parfois à Lyon en début de printemps. J'étais à son côté, je lui tenais la main. Et après, je me suis levé et j'ai appelé les fils. Je n'ai pas pleuré dans les jours qui ont suivi. Aux obsèques au cimetière de la Guillotière, je me suis tenu droit devant le cercueil comme si c'était une posture que je m'étais entraîné à tenir. Les gens disaient « Quelle dignité, quelle force !» Ce n'était pas de la dignité, c'était de l'absence. L'absence à moi-même que j'avais cultivée pendant 50 ans comme une stratégie de survie. 2 ans plus tard, la douleur est venue s'installer dans la poitrine. Non pas la douleur du chagrin, qui, elle, était enfouie quelque part sous une couche de glace. La douleur du cœur, le cœur comme organe, comme pompe qui envoie des signaux. L'essoufflement au 3e étage. La lourdeur en montant les quelques marches du métro à Bellecour. Mon fils François m'a emmené à la clinique, qui m'a renvoyé à l'hôpital neurologique. Et là, un cardiologue de mon âge, presque, avec une voix calme et des mots choisis avec précision comme tous les médecins lyonnais qui savent que leurs patients seront des lecteurs de dictionnaires, m'a expliqué l'état de mon cœur. Insuffisance cardiaque sévère, lésions étendues. Les traitements peuvent stabiliser, pas réparer. 2 mois, peut-être 3 avec de la rigueur. Je l'ai remercié. J'ai repris mon manteau et je suis sorti dans la rue. Dehors, dans cette avenue du 3e arrondissement que je connaissais depuis 40 ans, il y avait du monde. Des gens qui pressaient le pas, une femme avec un chariot de course, 2 enfants qui couraient après un pigeon. La vie normale dans son indifférence ordinaire. Je me suis arrêté devant la vitrine d'une boulangerie. Je voyais mon reflet dans la vitre, un vieil homme en manteau gris, et dans ma poche, le carnet de recettes de Marguerite. Je l'emportais depuis sa mort sans savoir pourquoi. Elle y notait ses recettes depuis des années, une écriture serrée au crayon papier, avec parfois une remarque entre parenthèses. Trop de sel la dernière fois ou Bernard n'aime pas les olives. Des petites notations qui étaient en réalité tout un portrait d'elle. Je tenais ce carnet et je pensais, elle a rempli ces pages pendant 30 ans, et moi, qu'est-ce que j'ai rempli? Des journées de travail, des cases vides dans un agenda. Je n'ai rien dit à personne pendant 3 semaines. Je continuais à aller au café du coin chaque matin, à lire le Progrès, à jouer aux boules le jeudi avec les anciens du quartier.
Je continuais à être le Marcel de toujours, jusqu'au dimanche où mon petit-fils Antoine, 17 ans, est venu passer l'après-midi. Il a trouvé le carnet de recettes de sa grand-mère sur la table. Il l'a feuilleté en silence. Et il a demandé « Tu fais encore la cuisine de mamie, papy ?» « Non, j'ai dit, je ne sais pas cuisiner. » Il a levé les yeux et m'a regardé avec cette franchise directe que les adolescents ont encore et que les adultes perdent. Et il a dit « Elle te manque vraiment, hein ?» 4 mots. Et tout ce que j'avais gardé sous la glace depuis des années a commencé à se fissurer. J'ai tout dit à Antoine ce soir-là. Le diagnostic, les 2 mois, Marguerite, l'absence en moi que je n'avais jamais su nommer. Il a écouté avec cette capacité d'attention que les jeunes ont quand on leur parle vraiment, sans condescendance. Il n'a pas cherché à me consoler avec des formules. Il a juste dit « Je suis content que tu me l'aies dit, papy ». Cette phrase-là, je l'entends encore. J'ai appelé mes fils le lendemain. Nous avons eu la conversation que nous n'avions jamais eue. François a pleuré. Bernard a fait le tour de Lyon en voiture pendant 1 heure avant de pouvoir rentrer chez lui. Et moi, j'ai pour la première fois depuis des décennies laissé quelqu'un me consoler sans reculer. Nous avons commencé à cuisiner les recettes de Marguerite ensemble, Antoine et moi, le dimanche. Pas bien au début, mais avec application. J'ai repris la marche quotidienne, le long des quais de Saône au petit matin, dans le froid ou le soleil selon les jours, avec le carnet dans ma poche. J'ai rappelé un ami d'enfance, René, avec lequel je n'avais plus eu de contact depuis 20 ans, pour un malentendu que le temps avait rendu absurde. Il a décroché au 3e coup. Nous avons parlé comme si le temps ne s'était pas écoulé. Au contrôle suivant, les médecins ont noté une évolution inattendue, une stabilisation, puis une amélioration. Le cardiologue a utilisé le mot « remarquable ». J'ai souri. Ce qui était remarquable n'était pas médical. 101 ans. Le carnet de Marguerite est maintenant en haut d'une étagère dans la cuisine, à portée de main. Antoine est venu hier. Nous avons fait le gratin dauphinois. Pas exactement comme elle le faisait, mais proche. Et c'était bon. Ce qui m'a maintenu en vie, ce n'est pas un médicament miracle, ni un régime particulier. C'est un adolescent de 17 ans qui a feuilleté un carnet de recettes et posé la vraie question. C'est apprendre, à 83 ans, que le silence que je confondais avec la dignité était simplement de la peur d'être vu, la peur que si les autres me voyaient vraiment, ils trouveraient quelque chose d'insuffisant. Ce que j'ai trouvé, au lieu de cela, quand j'ai finalement ouvert cette pièce fermée à clé, c'est que les gens qui vous aiment attendaient derrière la porte depuis longtemps. Si vous portez quelque chose en silence parce qu'on vous a appris que c'est ainsi qu'on est fort, je voudrais vous dire une chose. La vraie force, c'est d'accepter de ne pas tout porter seul. C'est ce que Marguerite essayait de me dire depuis toujours. J'aurais dû l'écouter plus tôt. Mais je suis là, à 101 ans. Et le carnet est là aussi. 101 ans. Le carnet de recettes de Marguerite est sur l'étagère de la cuisine. Antoine est venu hier. Nous avons fait le gratin dauphinois. Pas exactement comme elle le faisait, mais proche. Et c'était bon. Bernard vient maintenant tous les dimanches.
Nous mangeons ensemble, nous parlons de choses dont nous n'avions jamais parlé auparavant, des choses sur l'enfance, sur nos peurs, sur ce que nous regrettons et ce dont nous sommes fiers. François habite à Bordeaux, mais il appelle 2 fois par semaine. Les médecins qui m'ont donné 2 mois sont à la retraite maintenant, ou partis. Je suis toujours là. Je ne dis pas cela avec orgueil. Je le dis avec l'étonnement tranquille de quelqu'un qui a failli rater ses propres dernières années. Ce que j'ai compris, avec tout ce temps, c'est que le silence que je prenais pour de la dignité n'était que de la peur d'être vu vraiment, la peur que si quelqu'un regardait vraiment à l'intérieur, il ne trouverait pas grand-chose. Ce qu'Antoine a trouvé ce soir avec le carnet de recettes de Marguerite, c'était un vieil homme qui avait besoin qu'on lui pose une question vraie. Et ce que j'ai trouvé, quand j'ai finalement ouvert cette porte fermée à clé, c'est que les gens qui m'aimaient attendaient derrière depuis des années. Marguerite l'avait su depuis toujours. Elle avait attendu pendant 50 ans que je décide d'entrer dans notre vie plutôt que de la regarder de loin. Parfois, je m'assieds avec le carnet sur les genoux et je lis ces petites notes au crayon. Trop de sel la dernière fois. Bernard n'aime pas les olives. Faire mariner la viande la veille. Ces notes minuscules, pratiques, ordinaires, sont en réalité le portrait de quelqu'un qui était entièrement présente dans sa propre vie, qui remarquait les choses, qui tenait compte des gens, qui ajustait, améliorait, se souvenait. Moi, pendant ce temps, j'observais depuis les gradins. Je vois les quais de la Saône le matin quand je marche. Je vois la lumière sur le fleuve changer avec les saisons. Je vois les platanes qui perdent leurs feuilles en automne et les retrouvent au printemps, avec cette régularité rassurante qui dit « ça continue, ça revient ». Rien n'est perdu pour toujours. Si vous portez quelque chose en silence, si vous avez appris que c'était ainsi qu'on était fort, je vous dis une seule chose. Ce que vous appelez la force n'est peut-être que de la solitude avec un autre nom. La vraie force, c'est Antoine qui feuillette le carnet de sa grand-mère et qui pose la question simple. C'est moi qui réponds, avec la vérité pour la première fois depuis des décennies. Ce n'est pas compliqué, c'est juste difficile. Et cela valait 101 ans. 101 ans. Antoine est là chaque dimanche maintenant. Nous cuisinons les recettes du carnet de Marguerite, pas toujours bien, parfois avec des résultats discutables, mais nous sommes là, tous les deux, dans cette cuisine qui sentait le thym et l'ail du temps de Marguerite et qui sent encore un peu pareil quand nous nous y mettons vraiment. Bernard vient tous les week-ends. François appelle depuis Bordeaux. Je marche le long de la Saône chaque matin, dans la lumière qui change selon les saisons sur le fleuve, et je pense à Marguerite. Pas avec culpabilité, avec gratitude, parce qu'elle a attendu 50 ans et que j'ai finalement entendu ce qu'elle essayait de me dire. Pas à temps pour elle, mais à temps pour moi, et pour les gens qui sont encore là. Le carnet est sur l'étagère, et moi je suis là aussi. 101 ans, présent. 101 ans. Le carnet est sur l'étagère. Antoine est là le dimanche. La Saône coule. Marguerite avait raison sur tout.
Et moi, je suis là, 101 ans, enfin à l'intérieur de ma propre vie, plutôt que dans les gradins. C'est tout. C'est assez. C'est même beaucoup.